recevoir M. Alain Reyes, qui, comme vous le savez, est le lieutenant du Québec pour le Parti conservateur. Et comme vous le savez, nous avons sollicité 5 partis politiques et c'est avec honneur que nous vous accueillons aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir accepté de tourner cette balado avec nous, M. Reyes. Ça fait vraiment plaisir. Est-ce qu'on peut tout de suite régler M. Reyes pour Alain? Ah, ben si vous voulez, bien moi, ça oui, ferait bien avec mon plaisir, affaire. avec plaisir. Donc, Alain, bienvenue à cette balado. Et ben, j'ai lu votre biographie qui est fort intéressante parce que vous avez été enseignant, vous avez été directeur aussi d'une polyvalente, mais vous êtes tombé, si on peut dire, dans la potion de la politique très jeune. Vous avez fait de la politique de 2009 à 2015 à Victoriaville comme maire de Victoriaville. Ouais. Puis ensuite, à la politique fédérale depuis 2015, vous êtes le député de Richmond-Arthabasca. Tout à fait. Et comme je le disais, lieutenant pour le Parti conservateur au Québec. Comment ça se fait que vous avez cette passion pour la politique? Bien, ça a même commencé avant. On peut reculer. En 2003, je me suis lancé pour l'équipe de Mario Dumont, de l'ancienne, la défunte ADQ. J'avais fait un saut, bon, qui ne s'est pas conclu par une victoire, mais qui m'a vraiment donné le goût de la politique. Ça m'a permis de voir qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Une campagne électorale est un peu un exercice en accéléré d'apprentissage, d'opportunités de contact avec les citoyens, les entreprises, les institutions, les organismes. J'ai vraiment eu la piqûre. Je me suis rendu compte que j'aimais être avec les gens, j'aimais travailler pour les gens. Bon, mon passé peut-être était garant de ce qui allait s'en venir parce que j'ai été entraîneur pendant 26 ans, organisateur exactement de soccer. Donc, tous les enjeux familiaux, de santé, d'éducation, de saine gestion des finances publiques, pour moi, sont des choses qui me préoccupaient à ce moment-là. C'était dans l'ère du temps de l'ère de Mario Dumont. Et là, bon, ben, de fil en aiguille, bon, je suis rendu où je suis là depuis 2 ans, lieutenant politique. C'est une belle opportunité pour moi d'être proche de mon chef, je l'espère, prochain premier ministre du Canada, et de travailler avec toute l'organisation du Québec à mettre en place cette équipe de candidats-candidates et d'aider à ma façon de mettre en valeur les préoccupations du Québec à l'intérieur de la famille conservatrice. Ça demande une grande générosité de cœur pour faire de la politique comme ça. Ouais, je vous dis... Je dis souvent aux gens, on peut ne pas aimer certaines politiques ou certaines politiques particulières ou autres, mais les politiciens, je peux vous dire, tout parti confondu, je vous confirme qu'ils sont la plupart très dévoués, ils ont des visions différentes pour arriver à leur objectif, mais ils souhaitent tous le meilleur pour la population. Ça, ben moi, ça m'énergise, puis j'essaie de travailler à ma façon pour combattre un peu le cynisme face aux politiciens, puis montrer qu'en arrière de l'image qu'on a à la Chambre des communes pendant la période de questions ou à l'Assemblée nationale, il y a des êtres humains, on a des familles, on a des amis, puis on veut comme tout le monde le mieux pour la population. Puis justement, vous avez une famille. Et comment vous faites pour décider de continuer un futur mandat, malgré le temps que vous n'aurez probablement pas beaucoup avec votre famille? Oui, c'est une grosse décision. C'est une décision qui se prend dans notre cas en couple et en famille. J'ai 3 enfants qui sont quand même rendus grands maintenant. Quand j'ai commencé la politique, ils étaient beaucoup plus petits. Fait qu'ils ont appris à vivre avec cette vie-là publique. Mais on essaye, ça a l'air bizarre ce que je vais dire, ou cliché, mais on essaie de s'assurer que la qualité soit à l'avant de la quantité parce qu'on a moins de temps de présence. Fait qu'on resserre les liens, on travaille ensemble, mais je l'ai dit souvent, depuis 2003, je me suis lancé en politique. La journée où, pour une raison quelconque, ma famille, mon couple serait en danger pour une question de santé, je convoquerai les médias, puis sans aucun remords, j'annoncerai que j'arrête de faire la politique. Ce serait la raison. Sinon, ben, ce sera les citoyens qui décideront lors de l'élection. Donc, on essaie, on prend soin de chacun des moments. La qualité. La qualité, vraiment. On n'a pas le choix. Puis, ma femme, souvent, qui n'aime pas la politique. Ah oui! Elle n'aime pas particulièrement la politique. Elle doit être très patiente, alors. alors. Elle est très patiente. C'est vraiment aimante, là, je dirais. Mais je pense qu'elle voit que j'aime ça. Elle constate. Puis, bon, dans un couple, on veut le meilleur pour la personne avec qui on vit. Les enfants, je pense que c'est la même chose, même s'il y a des bouts qui sont plus durs. Mais ils acceptent. C'est très beau. Et depuis que vous faites de la politique, de quoi êtes-vous le plus fier? Fier de plusieurs actions, fier d'avoir posé des gestes concrets. Les gens disent souvent on ne peut rien faire en politique, il faut suivre les lignes de parti. Quand je me suis lancé au fédéral, plus particulièrement, j'avais 2 objectifs personnels. Le premier, c'était de voir comment je serais capable de me comporter dans une joute partisane. Parce qu'il y a des lignes de parti, il y a des organisations, il y a des membres et tout ça.
Donc, je pense avoir réussi à trouver une zone de confort avec laquelle être personnellement. Puis la deuxième, c'est ce qu'on est capable d'avoir une influence à l'intérieur. Parce que dans ma vie antérieure, bon, vous l'avez souligné, j'étais maire de Victoriaville, fait que j'étais en haut de la pyramide. Fait que oui, j'avais une équipe, mais ultimement, c'était moi qui prenais les décisions dans l'ambiguïté ou tout ça. Et avant ça, directeur d'école, professeur dans ma classe, entraîneur dans le sport. Fait que j'étais comme en haut de la pyramide à chaque fois. La personne qui décidait Qui décidait à la toute fin. Je dis tout, mais en partenariat avec tout le monde, avec l'équipe, le personnel. Mais là, vous décidez en partie pour le Québec, quand même. Pour le Québec, en tout cas, avec mes confrères, consoeurs, j'essaie d'influencer. Fait que je voulais voir, est-ce qu'on était capable, dans une organisation, d'influencer? Parce que les gens ont l'impression que la politique fédérale, c'est très loin d'eux. Mais pourtant, au fédéral, on pose des gestes, on vote des lois qui ont un impact direct sur le quotidien des gens. On peut, je pense, dans les 4 dernières années, l'aide médicale à mourir, la légalisation de la marijuana, la taxation, les décisions sur les déficits du dernier gouvernement. Donc, ça a un réel impact dans le quotidien des gens. Les négociations d'accords économiques avec les Américains et le Mexique, ça a des impacts sur des travailleurs, des entreprises, des investissements futurs. Donc, je pense qu'au Québec, peut-être à cause des anciennes chicanes fédéralistes, souverainistes, constitutionnelles, on s'est un peu désengagé de la politique fédérale. Puis moi, je dis aux gens, il y a beaucoup d'argent au fédéral, il y a beaucoup de décisions qui se prennent là, et on aurait intérêt à se préoccuper un peu plus de ce qui se passe là-bas, en amont, au lieu d'en aval. Et qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile en politique? Je pense que tous les politiciens vont vous dire, c'est la conciliation, travail, famille. Je me suis occupé particulièrement du recrutement au Québec. Et les gens, les médias nous disent souvent sur des questions sociales dans votre recrutement, est-ce que ça a eu un impact? Puis je dirais 90% du temps, quand je rencontre une candidature potentielle, ils veulent savoir comment on fait pour concilier travail-famille, la vie publique, les attaques, comment on fait pour ramasser de l'argent, parce qu'on prend en campagne électorale, monter une organisation. C'est des choses très, très concrètes qui touchent le quotidien des gens. Donc, c'est de leur dire la vérité. C'est pas facile, mais ça se fait par des êtres humains. Ça s'est fait depuis des années, des dizaines d'années. Et quand on fait le saut, je pense qu'on n'en sort pas facilement aussi. Non, moi, souvent, on peut quitter la politique, mais la politique ne nous quitte pas. Ça reste ancré, on s'intéresse à ça. C'est ça. Fait que je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment la conciliation qui est le plus difficile, mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps pour protéger notre famille, pour passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime. Puis comme vous êtes le lieutenant du Québec pour le Parti conservateur, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire comment vous voyez le Québec en termes de développement durable par rapport aux autres provinces? Moi, je dis souvent, le Québec est un leader. On le voit, on a l'opportunité d'avoir l'hydroélectricité. Il y a des décisions qui ont été prises par des anciens gouvernements qui nous ont permis de construire des barrages qui, à ce moment-là, étaient contestés par des environnementalistes, les Premières Nations, parce que, bon, ça a inondé, on oublie tout ça, hein? Mais dans bien des cas, c'est souvent les environnementalistes qui ont bloqué certains projets qui, aujourd'hui, on est fiers. Et ça, je tiens à le souligner, très souvent, les politiciens prennent des décisions qui déplaisent, mais qui, avec le temps, on se rend compte que ça a été des bonnes décisions. Des choix déterminants. Tout à fait, puis je pourrais vous donner plein d'exemples dans ma vie comme maire, et ainsi de suite. Donc, le Québec a cette opportunité-là. Moi, je pense qu'il faut la partager, cette expertise-là. On a des préoccupations. On l'a vu dans la tournée à l'écoute des Québécois. Les gens nous l'ont dit, l'environnement est une préoccupation pour ces gens-là. Là, je pense maintenant, il faut tomber dans un deuxième stade. On l'a vu avec les marches un peu partout au pays, pas juste au Québec, parce que cette préoccupation-là est aussi présente ailleurs. Maintenant, je pense qu'il faut tomber dans le pragmatique. Et non pas dans la panique. Moi, ça, c'est ce qui me fait peur présentement, c'est de voir qu'il y a des jeunes qui maintenant annoncent, et j'ai vu, moi, des membres de personnel dans des milieux d'éducation avec des pancartes, il faut arrêter de procréer. Je vois des jeunes autour d'une table qui disent « je ne veux plus faire d'enfants parce que j'ai peur d'où il va se rendre ». Si on propulse ça un peu plus loin, ça veut dire que dans 100 ans, il n'y aura plus personne sur la Terre. À un moment donné, il faut rester les deux pieds sur Terre. Moi, j'ai confiance en la société, j'ai confiance en les êtres humains. Et je pense qu'on est capable de poser des gestes avec notre intelligence pour relever les défis présents et les défis futurs. On l'a toujours fait dans notre société. Donc, peut-être certains vont dire c'est naïf. Moi, je vous dirais, c'est même pas optimiste, c'est pragmatique, c'est réaliste, j'y crois. Fait qu'au niveau environnement, je pense qu'on est capable de poser des gestes. Puis c'est un peu comme ça qu'on a travaillé notre plateforme électorale. Les gens nous tapent dessus, bon, les conservateurs.
c'est quand même des gouvernements conservateurs qui ont négocié l'accord pour les plus acides. Oui. C'est un gouvernement conservateur qui s'appelle Brad Mulroney, qui est considéré comme le conservateur, le premier ministre le plus vert. Les parcs nationaux qui ont été protégés, c'est des gouvernements conservateurs que ça a parti. La première loi anti-pollution. Donc, je pense qu'il y a des gestes qui ont été posés. On va aller plus loin. Puis mon chef, je tiens à le dire, il a 5 enfants. Quand vous y parlez, lui aussi, il veut que ses enfants vivent dans dans un milieu sain. Donc, je pense qu'on est de... Je crois pas qu'il y a beaucoup de politiciens qui sont... J'en connais pas de politiciens personnellement que je côtoie qui sont climato-sceptiques. Moi, je pense que c'est juste le niveau de priorité dans certaines actions qui vont dicter ou la façon d'arriver à relever les défis de demain qui sont une réalité réelle en ce moment. Puis j'avais une question parce que j'ai lu votre plateforme. Oui, oui. Et puis je voyais qu'il y avait une proposition d'investir de faire du financement dans la conformité aux lois et règlements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus parce que nos entreprises vont être intéressées Tout à fait. par Puis, cette question? honnêtement, c'est suite à des rencontres avec des entreprises, si on parle, parce qu'il y a 55 actions dans le document, mais tout au niveau du recyclage. Moi, j'ai une Victoriaville, c'est là qu'a commencé du développement durable, c'est là qu'a commencé la récupération, le compost. Moi, ça fait plus de 25 ans chez nous qu'on fait du compost. Fait que des fois, je vous dirais, quand je vois l'expression donneur de leçons, des fois à Montréal, un peu qu'on sent là en région, je me dis, commencez par installer des bacs de récupération comme on fait en région depuis très longtemps, puis vous assurer que toutes vos entreprises commerce sont là. Donc, il y a des actions concrètes qui peuvent être prises par rapport à ça. Et une des premières que l'entreprise privée nous a dites, quand on les a rencontrés, on leur a demandé simplement quelle est l'action, pas de pelletage de nuages, concrète qu'on devrait, comme gouvernement, mettre en place pour vous aider à faire votre travail. Puis ils nous ont dit, commencez juste par harmoniser les règles, la réglementation. Vous allez nous permettre de faire notre travail au niveau du recyclage. Puis ça va nous permettre de poser des gestes concrets et d'améliorer la situation. C'est ce qu'on a mis. S'attaquer au suremballage. Faire en sorte que les entreprises qui innovent en environnement, qui mettent en place, qui instaurent, qui ont des nouveaux brevets verts, faire passer le taux d'imposition de 15 à 5 en stimulant l'innovation et la recherche. Pour moi, c'est des actions concrètes. Puis, vous savez, là, on parle beaucoup des gaz à effet de serre, mais il y a la protection des eaux, il y a la gestion des forêts, il y a l'agriculture, il y a le transport. La biodiversité. Tout à fait. On essaie de toucher à tous ces éléments-là de façon pragmatique et en n'essayant pas de faire croire à des gens qu'on va sauver au Canada le monde entier, mais qu'on peut poser des gestes, puis qu'il faut les poser globalement, ces gestes-là. Puis les gaz à effet de serre, moi, je pense pas qu'il y ait une émission de gaz à effet de serre qui a une frontière puis qui arrête là. Fait que c'est une réalité. Fait que nous autres, ce qu'on dit, c'est si on innove, si on supporte nos entreprises au lieu de les taxer, ben ça va permettre à ces entreprises-là, de créer de la richesse au Canada, d'exporter leur technologie, leur savoir, pour se rendre dans des endroits beaucoup plus populeux, qui ont des réels impacts sur les gaz à effet de serre. Parce que la réalité, oui, on consomme beaucoup, mais on représente 1,6 % des gaz à effet de serre. Là-dessus, dépendamment à qui vous parlez, 25 % représentent les moyens de transport. Fait que 25 % de 1,6, j'ai une formation en mathématiques, en administration, ça fait pas un nombre très, très grand quand on se met à calculer tout ça. Donc, même si, maintenant, on arrêtait toute l'économie, on bloquait toutes les pipelines qu'on a au Canada, il y en a 840 000 km, la température ne changera pas. C'est pas nous qui allons avoir un impact. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, par exemple. Mais il faut être aussi réaliste et pragmatique, puis il faut avoir des impacts un peu partout. Est-ce que ce que vous nous dites en ce moment, je pense que ça s'inscrit dans votre vision, comment concilier l'environnement avec le développement économique? Hein, je pense. Puis, moi, j'ai une Victoriaville, le développement durable. Oui. Le développement durable, c'est 3 sphères, puis je tiens à le rappeler à tout le monde. Certains qui trouvent qu'on passait loin veulent tasser cet aspect-là, mais le développement durable, ça veut dire qu'on tient compte de l'aspect environnemental, mais aussi social puis économique. Puis la journée qu'on isole un de ces 3 éléments, c'est là qu'on tombe en confrontation la plupart du temps, lorsqu'on discute. Puis c'est ça que je trouve malheureux. On devrait plutôt mettre de côté des idéologies pour s'asseoir puis trouver des solutions concrètes. Puis je pense pas que c'est dans un mode de panique. Et de confrontation. De confrontation, clairement. Moi, je viens du monde de la gestion. Puis j'ai jamais vu un gestionnaire prendre des bonnes décisions dans une situation de panique. Donc, quand tantôt je parlais des jeunes qui sont anxieux, des gens qui nourrissent cette peur-là pour mobiliser leur monde, je pense pas qu'on va dans la bonne direction en faisant ça. Cela étant dit, chacun peut le penser autrement, mais
je ne crois pas que c'est la bonne direction à prendre. Très bien. J'avais une question concernant votre vision de la loi sur la tarification carbone. En sens, si le parti est élu, comment vous voyez le futur de cette loi-là, si jamais elle est maintenue? C'est simple, dans notre tête, elle ne sera pas maintenue. Si on est élu, c'est partie de notre plateforme. On enlève le Parti conservateur dans son ADN et contre la taxation. Bon, ça prend une certaine base de taxation pour mettre en place des programmes sociaux. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça fait 3 ans que le gouvernement libéral l'a mis en place, puis à chaque année, on s'est éloigné des cibles. Nous autres, ce qu'on dit, c'est qu'on veut plutôt supporter les entreprises qui innovent. Puis des exemples, là, on prend en nommer plein d'entreprises. On a déjà pensé au secteur de la minerie. Et on est allé rencontrer les gens de ces compagnies-là, puis ils nous disent on génère 9 fois moins de gaz à effet de serre que les mêmes industries ailleurs en Chine. dans le monde. Fait que si vous nous taxez puis vous mettez plus de bâtons dans les roues qu'on est là, ce qui va se produire, c'est qu'on va arrêter de développer. Notre compétitivité. Tout à fait. Les gens vont faire quoi? Ils vont aller là-bas. Puis là-bas, ben, ils font leur hydroélectricité parce qu'on en a besoin via du charbon. On peut parler des véhicules électriques. Là, tout le monde s'excite. Ben, moi, j'ai 2 véhicules branchables. Mais je m'en vante. Honnêtement, je suis prudent de m'en vanter parce que c'est pas encore qu'on fait avec les batteries. On utilise des matériaux nobles. On utilise beaucoup d'eau. Ça coûte très cher, dépendamment du kilométrage qu'on a à faire. Ça ne veut pas nécessairement dire que sur la durée de vie, c'est une bonne décision économique. On met des millions en subventions qui peut-être, s'ils étaient dirigés autrement, l'impact serait plus fort. Mais si on continue puis tout le monde change son véhicule pour un véhicule électrique, ça ne fait pas moins de trafic, ça ne fait pas moins de routes, de ponts, de tunnels et compagnie. C'est encore du bitume qu'on va mettre, l'infrastructure qu'on ne pourra pas mettre ailleurs. Donc, je fais juste dire qu'il faut être prudent. Puis si on regarde les données dans les dernières années, 50% des véhicules électriques ont été achetés par des Chinois en Chine. Et là-bas, ils font leur hydroélectricité avec du charbon. Fait qu'un véhicule sur 2 qui est vendu dans le monde empire la situation des gaz à effet de serre qui, eux, se promènent partout dans l'atmosphère. Quand on fait des analyses de cycle de vie, c'est pas l'idéal de fabriquer des... Et ces données-là que je vous donne viennent des associations qui font la promotion et disent un véhicule électrique au Québec, oui, c'est une bonne décision. Mais un véhicule électrique vendu ailleurs en ce moment, c'est pas nécessairement une bonne décision. Fait que c'est là que je dis que des fois, le discours vertueux de certains n'aide pas la cause en ce moment environnemental. Puis je continue à croire qu'il faut dire les vraies choses, je veux me tenir debout. Puis je pense que c'est en se parlant qu'on va trouver des bonnes solutions. Effectivement. J'avais vu sur votre plateforme, je voulais juste seulement savoir qu'est-ce que c'était les investissements verts. Hein? Vous avez, en changement climatique, vous avez suggéré une norme sur les investissements verts. C'est possible d'en parler pour nos entreprises? Bien, honnêtement, toute initiative qui va faire en sorte qu'on va améliorer la qualité de l'eau, qu'on va améliorer on va diminuer les gaz à effet de serre. J'arrive de visiter une entreprise il y a 2 jours dans ma circonscription à Saint-Denis-Brompton, Sequoia, qui font des genres de fournaises. Ils utilisent des résidus de bois. La biomasse. La biomasse directement pour chauffer. Ils font diminuer de façon exponentielle les gaz à effet de serre. Ils nous ont montré toute la technologie qu'ils ont. Puis demain matin, si on pouvait supporter une telle entreprise pour pouvoir s'implanter dans les industries, on pourrait faire chuter de façon drastique les gaz à effet de serre. Et là, ils nous ont fait des démonstrations. Puis là, je vous le dis, là, je regardais ça, je me disais, la journée que je lâche la politique, je leur offre de devenir investisseur avec eux. Là. Bon. Je veux travailler avec eux. C'est une petite entreprise qui a une douzaine d'employés. Ils sont en croissance, puis qui ne suffisent juste pas à la demande même, mais qui veulent développer. Mais c'est sûr que leur technologie coûte plus cher. Elle est brevetée, ils sont uniques dans le monde, cette technologie-là. Mais en même temps, toutes les entreprises font leur calcul de payback sur 2 à 3 ans. Maximum. Maximum. C'est ça la problématique. C'est une réalité, ça. Fait que là, ce qu'ils disent, c'est qu'on aurait besoin de faire en sorte d'être soutenu pendant cette période-là. Donc, des entreprises comme ça, je n'en nomme une, mais il y en a plein. Oui. Plein. Beaucoup d'innovation. Oui. Et là, on serait capable, et là, je n'ai pas besoin de les taxer. Je n'ai pas besoin de faire en sorte que les citoyens, le coût de ce qu'ils consomment, parce que là, on parle de taxe sur l'essence, on parle de la taxe carbone, mais les gens voient juste quand ils remplissent leur voiture, mais tout ce qu'on achète à l'épicerie provient de transport routier, ça veut dire que tout augmente, l'épicerie augmente. Si l'épicerie augmente, bien, c'est les gens les plus vulnérables, les plus pauvres, les premiers touchés. Moi, avec le salaire que je fais, là, souvent, j'en ai pas d'impact. J'ai un impact, mais ça ne m'empêchera pas de vivre. Mais ceux qui sont plus pauvres, oui, ça va les empêcher. Eux autres, c'est problématique pour leur santé, pour leur qualité de vie. Donc, je pense qu'il faut être aussi réaliste. On ne peut pas faire exploser des coûts comme ça sans tenir compte de la population.
puis nous terminons toujours nos balados avec 5 questions plus amusantes, si on peut dire. On commence toujours en demandant quel est votre mot préféré dans le domaine du développement durable? L'action. Ah, ben Je suis tanné de ceux qui font des grandes paroles, mais qui ne posent pas des gestes concrets. Oui. Premièrement, commencer par poser un geste concret. Puis je vous le dis, quand je me fais challenger par je vais dire un environnementaliste, mais c'est pas négatif, là, mais quelqu'un plus à gauche qui me challenge, j'ai dit, on s'assoit, puis on va commencer à comparer les actions qu'on pose, puis après ça, on continuera la discussion. C'est bon, c'est un beau mot, l'action. Ouais. Et quelle est la personne qui vous inspire le plus dans le domaine? Moi, c'est Normand Maurice. Oui. Tous ceux et celles qui l'ont connu, c'est là que ça a commencé, qui est décédé à Victoriaville. C'est une sommité. Moi, je l'appelle le professeur parce que c'est un professeur dans la polyvalente où j'ai étudié. Ah oui, je savais. Donc, non, c'est celui qui est l'inspiration, je dirais, dans notre région pour tout le monde. Oui, et pour le reste du Québec. J'en suis convaincu. Oui. Les gens connaissent peut-être un peu moins Itira, mais chez nous, c'est une sommité. Oui, puis pour une échelle, si on parle en termes d'échelle d'accomplissement au Québec, dans une échelle de 1 à 10, où vous situeriez le Canada en termes de développement durable et le Québec, si vous voulez aussi? Moi, je pense qu'on est à un 6,57, sincèrement. Je pense que si on additionnait tous les gestes, ça, je trouve ça malheureux. Je viens du monde municipal, puis souvent, je pose la question aux élus parce que je m'en suis pas rendu compte quand j'étais maire. Je leur dis, chaque action que vous posez, est-ce que ça se transfère dans les calculs au niveau national des gaz à effet de serre? Je ne le crois pas. Je vous le dis, j'ai personne qui a pu me démontrer qu'il y avait un système de compilation, chaque entreprise qu'elle fait chez eux, pour diminuer les gaz à effet de serre pour le calcul. Je pense que si on prenait le temps d'additionner tout ça, on se rendrait compte qu'on n'est peut-être pas si pire que ça. Donc 6,57. 6,57 prudent, mais en même temps, je pense qu'on pose plus de gestes qu'on pense. Et puis, est-ce que vous avez quelque chose que vous diriez, de quoi on devrait être le plus fier au Canada en développement durable? Ou au Québec et au Québec. Des actions qui ont été posées au niveau municipal et de cette volonté de plus en plus grande des citoyens qui sont conscients d'arrêter, qui veulent poser des gestes. On le sent vraiment sur le terrain. Les gens veulent, ils mettent beaucoup de pression sur les gouvernements, mais en même temps, il y a une réelle volonté des gens de changer les modes de vie. En même temps, il faut être aussi réaliste. Il y a un coût à ça. Je ne suis pas si convaincu que tout le monde est conscient du coût financier que ça a d'aller jusqu'à où il souhaiterait se rendre. Fait que je pense que ce pragmatisme-là, va falloir se dire les vraies choses, puis se parler dans le blanc des yeux si on veut arriver, puis se regarder dans le miroir, puis dire, bon, parfait, jusqu'à où on est prêt à aller. Puis notre dernière question, elle va vous faire sourire, c'est si la réincarnation existe, en quoi vous aimeriez vous réincarner entre un animal, une plante ou un arbre? Un labrador brun. Je trouve tellement que c'est un beau chien. C'est un très beau chien. Docile, gentil, beau en plus, puis... j'adore les animaux. Malheureusement, mon mode de vie ne me permet pas. Mes enfants aimeraient bien ça, mais que j'aime ça les regarder sous des eaux. C'est beau. Ça fait un plaisir et un honneur de vous avoir. Merci beaucoup. Vous êtes un passionné et ça paraît dans tout ce que vous faites et ce que vous dites. Merci beaucoup, M. Ça fait plaisir. Alain. Merci. Oui, Alain.